permet en tout cas aux journalistes et aux forces de police de pouvoir se parler et de se regarder les yeux dans les yeux et surtout de partager en tout cas des moments quand même qui n'ont pas valorisé notre démocratie. Et donc je pense que les nouvelles autorités de la police qui ont initié en tout cas cette action-là cherchent vraiment à avoir des rapports cordiaux et surtout normaux avec les acteurs des médias. Et quand même, ces deux acteurs de la démocratie, et c'est tout à fait important qu'ils se parlent et qu'ils trouvent un terrain d'entente pour pouvoir se mouvoir tranquillement sur le terrain sans heurts. Moi, je fus jeune reporter au début des années 2000. Alors, j'ai couvert pas mal de situations, mais avant cela, je me suis beaucoup intéressé à l'armée. En son temps, la DIRPA organisait, disons, le premier contingent de journalistes à l'ENOA. Et donc, mon ami, le président de la commission de la carte nationale de presse, Daouda Mine, qui est là, on était ensemble en 2003 à Thiès pour une formation, en tout cas, sur les théâtres d'opération. Et après, il y a eu un deuxième contingent, un troisième contingent. Après cela, on a été à Dodji, on a été aussi sur le patrouilleur de haute mer, le Ndiambour. Donc, pas mal, disons, d'immersion dans, disons, les bâtiments de l'armée. Et ça, c'était simplement pour créer, disons, cette interaction entre l'armée et également aussi les médias. Ce qui fait que quand nous couvrions, disons, la fête de l'indépendance, on n'avait pas de problème pour distinguer les grades. On savait effectivement que celui qui a 2 barres, c'est un lieutenant. 3 barres, c'est un capitaine, un colonel, général de brigade, général de corps d'armée, ainsi de suite. Et puis également aussi, pour les véhicules de l'armée, on savait. Et on sait également aussi comment se mouvoir sur une zone de conflit. Et donc ça, c'est des moments quand même, beaucoup de journalistes n'avaient pas aimé, mais ça nous a beaucoup aidé. Quand il y a eu les émeutes de 2010-2011, parce que quand même, c'était aussi très chaud. Et je me rappelle, quand on arrêtait les gens de Y'en a marre, j'étais là, je filmais et j'ai eu les images, mais je n'ai pas été interpellé par la police ou on ne m'a pas demandé d'enlever. Parce que je me suis présenté en tant que journaliste, ils m'ont laissé faire mon travail. Et en son temps aussi, quand il y avait vraiment, disons, des émeutes, on était dans le cordon de sécurité de la police. Mais on s'est rendu compte quand même qu'au fil du temps, que, disons, cet échange de bons procédés s'est beaucoup dégradé. Que les relations entre journalistes et police, quand même, sur le terrain, n'étaient plus ça. Alors, nous avons décidé, d'ailleurs, c'est Appel qui a proposé un projet pour que, en tout cas, journalistes et forces de défense et de sécurité se retrouvent dans un conclave plutôt, dans un atelier résidentiel pour pouvoir discuter des mécanismes de gestion, disons, de maintien de l'ordre, mais surtout aussi pour voir comment, en tout cas, police et journalistes vont pouvoir faire le travail sur les théâtres d'opération sans aucun souci, sans aucun problème. Et pour ça, bien entendu, il faut une plateforme d'échange. Il faut aussi que, quand les deux se retrouvent sur le terrain, que le chef d'unité puisse parler aux journalistes, surtout quand il y a un représentant, disons, d'une organisation de presse. Et très souvent, il y a les jeunes reporters qui sont sur le terrain, et soit il y a le secrétaire général, il y a le président, ou en tout cas, il y a en tout cas un des responsables des organisations de presse qui est sur le terrain. Et il m'arrive très souvent aussi de descendre sur le terrain pour juste observer un peu comment ça se passe et s'il n'y a pas, en tout cas, de heurts entre journalistes et policiers, ou s'il n'y a pas, en tout cas, de journalistes interpellés. Parce qu'en fait,
parfois les gens font la confusion entre interpeller et arrêter. Et donc quand un journaliste est interpellé, il est conduit au poste de police où il peut y avoir une audition ou bien après il peut être relâché quelques heures après, n'est-ce pas? Et donc pour vous dire simplement en tout cas que cette plateforme-là elle est utile parce qu'elle permettra aux forces de défense et de sécurité d'avoir des interlocuteurs et également aussi surtout de faire comprendre aux journalistes qui seront sur le terrain que ça c'est le périmètre de sécurité. Les journalistes ne doivent pas se mettre devant ce périmètre mais plutôt derrière parce que c'est là où ils sont en sécurité. Et d'ailleurs dans tous les disons ateliers et sessions de formation en matière de sécurité des journalistes, on vous dit le journaliste doit toujours se mettre derrière les forces de l'ordre. Et quand il y a interview à faire, normalement aussi le chef d'unité doit pouvoir surveiller ou détacher 2 éléments pour accompagner les journalistes, aller faire l'interview et revenir. Mais il ne doit pas, disons, leur interdire de faire leur travail parce qu'ils sont là juste pour faire leur travail. Maintenant, pour qu'ils ne puissent pas leur interdire de faire leur travail, bien entendu, il y a des éléments d'appréciation. Et ces éléments-là, c'est quoi? C'est l'identification. Et donc, le journaliste, il doit avoir son badge, comme l'a dit tout à l'heure Grand As, et bien visible. Et là, on saura que lui, c'est un journaliste. Et bien entendu, nous, ce que nous souhaitons, c'est que seule la carte nationale de presse fasse foi. Et donc, c'est pour ça que nous nous battons pour que, en tout cas, tous les reporters, qu'ils soient techniciens ou journalistes, qu'ils aient leur carte nationale de presse bien accrochée au cou. Et l'autre chose, ce sont les gilets presse. Les gilets presse, c'est à partir de 2007 que le SYNPICS a commencé à mettre les gilets pour qu'on puisse identifier. Et là, le SYNPICS l'a mis parce que, en fait, il y a eu une rencontre entre le SYNPICS et les forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire l'état-major. Et il y avait la police, il y avait la gendarmerie, il y avait également aussi l'armée. Et il y a eu une discussion et effectivement les forces de défense et de sécurité ont exprimé ce besoin d'identifier les journalistes. Parce que sur le terrain, parfois, il y a des gens qui viennent, qui se déclarent journalistes, or ils n'ont ni la qualité et ils ne travaillent dans aucun organe. Et donc, les gilets ont été confectionnés et toutes les rédactions ont été pourvues de gilets. Également aussi, malheureusement, ce qu'on a constaté ces derniers temps, même le gilet ne vous protège pas. C'est-à-dire que vous avez beau avoir le gilet et la carte nationale de presse, vous n'êtes pas protégé. Et quand même ça nous a fait beaucoup mal. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se disait, avant ces émeutes-là, parce que le projet était prêt depuis 2020, RSF était prêt à financer, et nous l'avions également aussi transmis au ministre de l'Intérieur d'alors. Il était question en tout cas qu'on se retrouve au moins 2 à 3 jours, quelque part, pour discuter et voir ensemble comment en tout cas nous allons pouvoir travailler en toute cordialité sans vraiment heurts ni problème. Parce que vous faites votre travail en tant que force de défense et de sécurité et nous en tant que, en tout cas, journalistes chargés de donner l'information, la bonne information. Et d'ailleurs, pourquoi nous devons donner la bonne information sur les théâtres d'opération, également aussi sur les zones chaudes? Parce que, en fait, ça permet aux citoyens, surtout qui viennent, qui doivent se déplacer, d'identifier les zones à problème et de pouvoir les éviter. Et ça permet également aussi à l'État de pouvoir comprendre que dans tel lieu, il faut beaucoup plus de force de l'ordre parce qu'en fait, c'est chaud. C'est simplement ça. Et s'il n'y a pas une bonne circulation de l'information, mais des citoyens peuvent être pris au piège. Comme également aussi, comme ce qu'on a vécu avec les saccages de biens publics, ça peut être beaucoup plus dramatique. Donc c'est pour ça en tout cas qu'il faut veiller à une bonne circulation de l'information. Et je suis sûr, parce que quand même nous avons une police très professionnelle, nous avons une gendarmerie très professionnelle. Vous avez un protocole de maintien de l'ordre ou un schéma de maintien d'ordre. Et c'est ce que peut-être vous enseignez dans les écoles de formation, que ce soit la police ou la gendarmerie. Mais c'est important
de partager ce protocole-là avec les étudiants en journalisme, avec les journalistes, pour qu'ils sachent qu'en fait, c'est ça les recommandations, ou en tout cas les exigences des forces de défense et de sécurité sur le terrain. Et donc, moi, si j'empiète sur le périmètre de sécurité, ou bien si je dois aller faire une interview sans être accompagné, parce que parfois aussi les journalistes sont pris à partie par les manifestants. Et nous l'avons vécu plusieurs fois. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que entre 2021 et 2024, il y a eu une centaine de journalistes brutalisés par soit les forces de l'ordre ou bien les manifestants. Et beaucoup ont été blessés et ont eu mal dans leur chair. Et beaucoup vivent encore ce traumatisme-là. Et les témoignages que des consoeurs auront à faire ici nous édifieront peut-être. Donc pour vous dire qu'en tout cas, il est très important qu'on puisse avoir en tout cas ce protocole de maintien de l'ordre que vous enseignez dans ces écoles-là et que vous aussi, que les journalistes également aussi, et cela, surtout ceux qui sont à l'école, mais également aussi qu'on puisse dire, enseigner surtout aux jeunes, parce que en fait ce sont les jeunes qui font du maintien de l'ordre, surtout qui viennent juste de sortir de l'école de police ou qui sont dans, disons, le groupement mobile d'intervention. Et généralement, eux, ils ne comprennent pas que le journaliste, ce n'est pas un adversaire. Ils ont reçu les ordres, ils vont l'appliquer quoi qu'il advienne. Et dans l'application, bien entendu, il y a des entorses. Et si on était par exemple dans des pays comme peut-être la France, mais les juridictions peuvent condamner carrément ou récuser les actions des forces de l'ordre. Et c'est arrivé plusieurs fois. Mais ici, quand même, c'est très rare, à part peut-être l'altercation qu'il y avait entre Adia de Dakar Actu et une unité de force de police. Là, au moins, il y a eu une enquête la police des polices et qui a déposé son rapport. Mais pour tout le reste, c'est impunité totale. Il est même difficile d'identifier la personne qui a en tout cas fait des exactions, qui a commis des exactions sur des journalistes. Donc pour vous dire en tout cas que cette initiative est à saluer et nous espérons en tout cas que nous allons aller vers carrément une rencontre beaucoup plus élargie, discuter et travailler carrément sur un mécanisme qui nous permettrait, disons, de ne plus vivre ce qu'on avait vécu entre 2021 et 2024 et qui avait beaucoup contribué à dégrader la note du Sénégal dans le classement de Reporters sans frontières. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ibrahima Lissa Faye, le président Afrique, journaliste et patron de la CAP, qui est l'organisation